tout le monde devait être propriétaire, parce que vous savez, dans le rêve américain, on doit être propriétaire de sa maison. Et donc, les gens, même les plus pauvres, même les plus fragiles financièrement, devaient pouvoir s'endetter. Et c'est ça qui a conduit à cette crise, c'est qu'on a laissé s'endetter sans protection des ménages extrêmement fragiles qui, à un moment donné, se sont trouvés en situation d'insolvabilité. Et c'est ça le début de la crise. Le subprime, c'est le marché des crédits aux ménages les plus défavorisés. C'est ça que ça veut dire. Donc, il faut revenir à un système de protection contre le surendettement et de surveillance. Alors, il faut surveiller les gens, notamment les populations fragiles, et les accompagner et éventuellement leur interdire. Ces populations-là, il faut qu'elles soient locataires, il ne faut pas qu'elles soient propriétaires. Évidemment, si vous n'avez pas de logements sociaux, c'est un problème. C'est qu'aux États-Unis, encore moins qu'en France, il y a du logement social. Donc, c'est vrai que c'est un drame. Les gens, ils veulent être propriétaires parce qu'il n'y a pas assez de logements sociaux, donc ils pensent qu'en achetant leur maison, ils finiront par être logés de manière décente. Voilà. Et donc, vous voyez, il faut non seulement empêcher le surendettement, mais il faut aussi développer le logement locatif à caractère social. Il faut permettre aux populations fragiles de ne pas s'endetter, mais quand même d'être logés correctement, en étant locataires. Voilà. Donc, je dirais attention, le crédit, ça peut être très bien, simplement, il faut qu'il soit maîtrisé, corrigé, et il faut qu'à ce moment-là, que les gouvernements mènent des politiques strictes. On réglemente l'accès au crédit et qu'on applique des règles strictes, et à ce moment-là, je pense que ça peut être tout à fait bien. Il y a des pays qui le font? Non, mais la France est un des pays qui régule le plus le crédit. Hein. Non, mais il y a du surendettement en France, hein, surtout quand il y a en période de crise. Mais si vous voulez comparer aux États-Unis ou comparer à d'autres pays, la France n'est pas le plus mal. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des progrès à faire, attention. Hein. Et puis, il y a des formes d'endettement qu'il faut refuser. Par exemple, Madame Lagarde, quand elle était ministre de l'économie, elle avait déclaré « Moi, je suis pour les crédits à taux variable. » Et ce qu'on appelle aussi les crédits rechargeables. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des formes de crédits très dangereuses qu'il faut essayer de limiter, voire d'interdire. Le crédit à taux variable, c'est les crédits dont le taux d'intérêt que vous payez est indexé sur les conditions du marché. Donc aujourd'hui, par exemple, on a des taux d'intérêt très bas avec la crise, et comme ils sont très bas, ils ne peuvent que remonter dans le futur. Et donc si vous vous endettez, mesdames, messieurs qui sont dans cette salle, attention, ne vous endettez surtout pas en ce moment à un crédit à taux variable, il ne faut jamais le faire, mais surtout pas en France aujourd'hui, parce que les taux d'intérêt sont très bas aujourd'hui, donc vous allez vous dire je ne paye rien, et demain, ils vont remonter, ce qui est probable, parce qu'ils sont extrêmement bas. Donc refusons les crédits à taux variable, sauf exception, disons. En général, refusons. Et puis les crédits rechargeables, c'est quoi? C'est que la banque vous dit, voilà, vous avez fait un crédit de 1000 €. Vous avez déjà remboursé 300 €. Donc il ne vous reste plus que 700 de dette. Eh bien, je vous redonne un crédit de 300, qui correspond aux 300 que vous avez remboursés. Ce qui fait que vous êtes dans un endettement perpétuel. Vous endettez, et à un moment donné, vous êtes asphyxié. Parce que vous perdez votre emploi, par exemple, parce que vous avez une baisse de revenus, etc. Donc, le crédit rechargeable, qui est très pratiqué aux États-Unis, en France, devrait être aussi très réglementé et interdit même dans beaucoup de cas. Donc, voilà, donc c'est ça que j'appelle la réglementation, c'est surveiller, contrôler les formes de crédit les plus dangereuses, les interdire ou les autoriser qu'à certains cas particuliers, etc. Et je pense qu'on peut y arriver. Je pense qu'une société où il n'y aurait pas de crédit serait une société qui aurait des problèmes. Voilà. Et le crédit, ça existe depuis très longtemps, hein, y compris dans les sociétés anciennes. C'est pas nouveau. C'est pas propre au capitalisme, par exemple, propre à notre période actuelle. Ça existait depuis très longtemps. Mais il n'y avait pas le principe de la réserve fractionnaire, de la banque de dépôt, de l'achat revente de dette. Non, bien sûr, bien sûr. Mais il y avait déjà les usuriers, par exemple. Et donc, il fallait contrôler déjà les taux d'intérêt. Il y avait des abus qui existaient sous des formes un peu différentes. Hein, mais aujourd'hui, les usuriers existent toujours, d'ailleurs. Donc, il fallait, de toute façon, dès qu'on a instauré le crédit, on a accepté, il fallait le réguler. Et notamment, limiter les taux d'intérêt, etc. Voilà. Est-ce que... Qu'est-ce qui a fait, en fait, qu'on a cru que les élites, que le système allait se réguler comme ça, naturellement, puisque tout le monde a fait sauter toutes les sécurités qu'il y avait, qu'on savait qu'il était utile, donc dans les années 70, là, 80 plutôt, même en France, d'où vient, quels sont les économistes qui ont influencé, je comprends pas en fait.
Alors, moi, là, je comprends oui. vraiment pas pourquoi je Milton Friedman. il y a plusieurs explications. Il y a une explication de nature idéologique, et puis il y a une explication plus bassement intéressée. Bon. Idéologique, c'est qu'il y a des gens qui sont, je pense, des gens sincères, je dirais même honnêtes, qui pensent sincèrement que laisser fonctionner librement l'économie, sans intervention de l'État, en laissant les marchés, la main invisible, etc. fonctionner, c'est le meilleur moyen pour avoir une économie qui fonctionne bien. Il y a des gens qui le pensent sincèrement. Donc, il y a eu des penseurs, dont le plus connu, peut-être, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un économiste autrichien qui s'appelle Hayek. Donc, Hayek, c'est un économiste qui dit, voilà, il faut laisser fonctionner le marché. En tout cas, dans toute situation, la régulation de l'économie par le marché, les échanges, etc., ça marche mieux que la régulation publique. Donc, il faut que les États reculent le plus possible dans leur régulation et qu'on laisse les marchés fonctionner. Donc, la révolution néolibérale, conservatrice dont je parlais tout à l'heure avec Mme Thatcher, Reagan, etc., s'inspirait de cette idéologie. Bon. Alors maintenant, ça c'est l'analyse un côté idéologique et intellectuel, théorique. Maintenant, il y a ceux qui sont beaucoup plus cyniques et qui sont pour la liberté parce qu'ils savent qu'ils vont en profiter plus que les autres. Quand vous laissez des gens libres dans une salle interagir et qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres, qui ont plus de capacités que d'autres, qui ont un rapport de force qui leur est favorable à un moment donné, ils vont immédiatement en abuser et c'est ça qui va générer progressivement des inégalités. Donc une société juste ne peut pas être une société où tout est permis. Voilà. Et donc si on met en avant la valeur justice, équité, etc., on peut pas, c'est antinomique avec l'idée d'une société où tout est libre. Mais ceux qui défendent le libéralisme, eux, ils voient d'abord leur intérêt. C'est-à-dire que les capitalistes, les patrons d'entreprise, qui disent « moi je suis pour le libéralisme », s'ils le disent, c'est pas parce qu'ils croient que c'est intellectuellement le meilleur système, peut-être qu'ils le croient, mais surtout parce qu'ils pensent que c'est dans leur intérêt. Voilà. Or, l'histoire montre qu'il n'est pas dans l'intérêt la grande majorité des populations, des salariés, etc., des travailleurs, d'être dans un régime totalement libéralisé. Parce que là, les rapports de force, très vite, leur deviennent défavorables. Et c'est ce qui s'est passé là. Dès qu'on a libéralisé le marché du travail, la finance, etc., bien tout de suite, ça a donné un pouvoir énorme aux capitalistes qui ont pu déplacer le capital, mettre en concurrence les travailleurs des différentes régions du monde et tout, et voilà. Donc, ce qui est arrivé, c'est ça. Alors, pourquoi est-ce que Mme Thatcher et Mme Reagan ont été élus? Et pourquoi est-ce qu'ils ont eu au départ beaucoup de succès? Parce que, rappelez-vous, comme j'ai essayé d'expliquer, c'est que dans la période qui précédait, le capitalisme fordiste était en crise. C'est-à-dire que les gens se disaient, ah, finalement, ben, les États, ils n'arrivent plus à réguler, l'État-providence prend trop de place, on est en stagflation, il y a trop d'inflation, etc. Donc, il faut faire quelque chose. Et donc, ils ont été prêts à voter pour des gens qui sont arrivés avec des programmes politiques révolutionnaires au sens de la révolution conservatrice, hein, qui proposaient des changements importants, et ils y ont cru. Les électeurs, c'est comme ça, hein. Les gens, ils voient que ça ne va pas bien, ben, ils voient quelqu'un qui arrive en disant « je vais raser gratis » ou « je vais changer le monde », et malheureusement, ben, c'est un des problèmes, hein, c'est que quelquefois, il y a des gens qui se font avoir, comme ça. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui va se passer aux prochaines élections en France. Les prochaines élections municipales et européennes, vous allez voir qui va gagner ces élections, ce sont des vendeurs d'idées fausses, mais qui vont flatter les gens dans le sens du poil, et qui vont nous amener avec voilà, des partis politiques pas au pouvoir, mais en tout cas qui vont gagner beaucoup de suffrages et qui sont des partis qui sont en fait qui ne défendent pas des idées qui sont à la fois cohérentes et qui sont plus dangereuses. Donc voilà. Et donc Mme Thatcher et M. Reagan, eh ben, ils ont été poussés au pouvoir par ça, par cette réaction contre un moment de crise. Donc aujourd'hui, on est dans un moment de crise et ça peut amener quelquefois des réactions dangereuses. C'est un des problèmes qui est posé par la démocratie, hein, mais il faut l'accepter aussi quelque part. Ce que moi je dis personnellement en tant que, non pas économiste mais comme citoyen, c'est que la démocratie représentative est en crise et qu'il faut penser à des nouvelles formes de démocratie, par exemple ce qu'on appelle la démocratie participative. C'est-à-dire qu'il faut que les citoyens puissent s'exprimer plus souvent qu'une fois de temps en temps au moment des élections et puissent contrôler davantage leurs élus, qui doivent rendre des comptes, de manière à ce que ceux-ci soient obligés de tenir leurs promesses, par exemple. Et donc, c'est les référendums d'initiative populaire, c'est les tribunaux de citoyens, etc. Moi, je suis pour ça, personnellement. Je pense qu'aujourd'hui, on a un vrai problème, c'est que la démocratie telle qu'elle fonctionne, qu'on appelle la démocratie représentative, hein, ne fonctionne pas bien, est en crise.
Et elle conduit à des gens au pouvoir qui ne respectent pas leurs promesses, par exemple, sans qu'on puisse rien dire. Facile à faire des manifestations dans la rue, mais malheureusement, c'est pas suffisant. Donc, voilà, il faut inventer d'autres formes de démocratie, et peut-être qu'alors on retrouvera une société plus harmonieuse, une société où les gens sont plus satisfaits de la manière dont ils sont gouvernés. Enfin bon, on en est loin, puis on est aussi un peu loin de la mondialisation là-dessus. C'est un vrai sujet. Il faudrait faire des conférences, d'ailleurs, je pense des conférences sur la démocratie. C'est important. Non, mais sérieux, hein. Inviter des politologues, des gens qui réfléchissent sur les différentes formes de démocratie. Il y en a qui disent, voilà, il faut passer à une 6e République. Il y en a qui disent, il faut compléter la démocratie actuelle qui est en crise par d'autres formes de démocratie. Et regardons aussi comment fonctionnaient les démocraties autrefois. Quels sont les progrès? Est-ce que le mythe de la démocratie athénienne, alors qu'il y avait les esclaves, c'est intéressant de discuter un peu de tout ça aussi, de réfléchir à... Je pense que c'est un enjeu majeur aujourd'hui. Nous, en tant que citoyens, on a vraiment besoin d'y réfléchir. Enfin bon, je ferme la parenthèse parce que c'est pas le sujet. Bon, est-ce qu'il y a encore une question sur la mondialisation? Oui. Quelle articulation voyez-vous, si vous en voyez une, entre mondialisation et mondialisme? Le mondialisme, c'est une doctrine ou une position qui consiste à considérer qu'il faut absolument résoudre ou s'attaquer aux problèmes qui peuvent se poser dans la société, si possible au niveau mondial. Il faut avoir une approche mondiale du fonctionnement de la société. Voilà. Et à l'opposé, vous avez par exemple le protectionnisme, par exemple, de gens qui disent non, 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 si on veut tout régler au niveau mondial, on n'y arrivera pas, parce qu'il y a des peuples qui sont trop différents, parce qu'il y a trop de problèmes pour gouverner des pays si différents. Donc revenons sur nos bases nationales, restons dans nos frontières, c'est ce que dit le Front National par exemple, et on résoudra nos problèmes. Voilà, et ça c'est des choix. Voilà. Donc le mondialisme, et moi je me définis comme altermondialiste, personnellement. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai la faiblesse de croire qu'une autre mondialisation est possible. Altermondialiste, c'est ça que ça veut dire. Donc je suis mondialiste, ça répond un peu à votre question. Je pense que la mondialisation peut être bonne, mais sur des bases alternatives, autres que celles aujourd'hui, que les bases, par exemple, néolibérales. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'il faut qu'elle soit fortement régulée, qu'il faut qu'on s'attaque au fléau de la finance, par exemple, en particulier, et qu'il y a beaucoup de problèmes qui ne peuvent être réglés qu'à l'échelle internationale. Par exemple, les questions de pollution, et qu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des biens publics mondiaux. C'est un concept que j'aime bien, c'est-à-dire qu'il y a des biens comme l'éducation, la santé, comme l'alimentation, voilà, qui peuvent être considérés comme des biens publics, c'est-à-dire qui doivent être régulés autrement pas des règles du marché, mais qui doivent être régulés non seulement sur l'espace national, mais aussi à l'échelle internationale. Si on veut résoudre le problème de la faim dans le monde, par exemple, bien, on voit bien qu'une coopération internationale est nécessaire, par exemple. Donc, mais attention, hein, je ne suis pas un naïf au point de croire que tout doit se résoudre au niveau mondial. C'est-à-dire que l'altermondialisme, c'est aussi de croire que beaucoup de problèmes, c'est pour ça que je suis pour la souveraineté alimentaire, par exemple. La souveraineté alimentaire, c'est de dire que les pays, la France par exemple, ou le Mali, ou dont je parlais tout à l'heure, doivent être maîtres de leur agriculture et de leur alimentation. Et de ne pas accepter de voir leur marché intérieur, leur pays envahi par des produits étrangers à bas prix qui ruinent leur agriculture locale, leur agriculture vivrière. Voilà. Vous voyez, être altermondialiste, ça ne veut pas dire, ou être mondialiste tout court, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas réguler, qu'on ne doit pas, pour certaines choses, introduire des protections. Donc, moi, je ne suis pas contre certaines formes de protectionnisme limité, mais je suis contre la doctrine qu'avait érigée un peu des gens comme Todd, dont je vous parlais tout à l'heure, qui voyaient dans le protectionnisme la solution à tous nos maux. Donc, je ne crois pas que ce soit le cas. Au contraire, c'est généraliser le protectionnisme, c'est introduire dans des germes de tensions internationales dangereuses, je pense. D'ailleurs, je pense qu'il a un peu changé d'avis. Je l'ai vu l'autre jour à une émission où il a reconnu que peut-être il était allé un peu loin dans ses analyses. Mais bon, tout le monde a le droit de changer d'opinion. Hein. Je pense que c'est plutôt une preuve d'intelligence. Hein. Mais parce que ces sujets sont complexes, hein, on a le droit de changer. Bon, oui, monsieur. Dans les échanges internationaux, oui. Est-ce qu'il y a des notions de qualité qui interviennent?
Je pense au bœuf, par exemple, américain. Comparé au bœuf français, c'est pas la même chose. Non. Alors, c'est bien que vous posez cette question. Monsieur dit, est-ce que la qualité intervient? Je vais répondre à cette question d'une manière particulière parce que je veux la relier à l'actualité. Vous savez, vous parliez des États-Unis, du bœuf américain versus le bœuf français. Vous savez qu'on est en train, quand je dis on, les pays européens, les 27, donc les 28 pays de l'Union européenne, sont en train de négocier un accord de libre-échange avec les États-Unis. D'accord? Bon. Qu'on appelle pompeusement partenariat transatlantique, etc., pour le commerce et l'investissement. PTCI, partenariat transatlantique pour le commerce et l'investissement. Et que je suis farouchement opposé à la manière dont cet accord est en train d'être négocié, pour deux raisons. Une qui concerne ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on va négocier, on ne va pas tellement s'attaquer à la question des droits de douane, parce qu'ils ont déjà été très largement abaissés, même s'il en reste encore un peu. Mais on va s'attaquer à la question des normes, et notamment des normes sanitaires, des normes de qualité. C'est-à-dire que les multinationales, qui sont très largement, qui poussent à ce genre d'accord, ce qu'elles veulent, c'est qu'on supprime tous les obstacles à leur pénétration de marchés étrangers pour qu'elles puissent réaliser, bien sûr, les résultats, les bénéfices maximum. Et donc, elles veulent faire sauter les normes qui sont un moyen, donc, pour elles, qui sont un obstacle pour elles à leur arrivée sur les marchés étrangers. Par exemple, prenez les firmes de l'agroalimentaire américaine qui produisent du bœuf aux hormones, par exemple. Elles veulent que les normes françaises de protection, de qualité, soient éliminées. Alors, un autre exemple qui est pire, par exemple, parce que celui-là, il est réel aujourd'hui, c'est le blanchiment de la volaille, vous savez, avec l'eau de Javel, pour éliminer, soi-disant, les microbes. Et donc, aujourd'hui, il paraît que la volaille américaine, donc si vous en achetez, il n'y en a pas trop, heureusement, sur le marché français, mais elle est passée à l'eau de Javel pour pouvoir la rendre plus... moins dangereux sur le plan sanitaire. Nous disons en France que nous sommes opposés, parce que nous pensons qu'il y a d'autres façons de faire pour assurer la qualité et la propreté, etc., de la viande, de grosso modo. Eh bien, les multinationales américaines veulent imposer la possibilité que nous importions et que nous acceptions leurs normes de blanchiment des volailles par la gamelle, par le soude, etc. Donc, si vous voulez, voilà. Un exemple. Donc, aujourd'hui, cet accord qui est en négociation nous paraît, quand je dis nous, on est nombreux à le penser, très dangereux à cause de ça. On va faire sauter des normes de protection sanitaire, sociale, etc. Et on n'en veut pas. Et dans cet accord, il y a un deuxième volet qui s'appelle pour le I, investissement, parce que c'est partenariat transatlantique pour le commerce et l'investissement. Alors, écoutez un peu de quoi il s'agit, parce que c'est très inquiétant. Est-ce que vous vous rappelez de l'accord sur l'AMI? Ça vous dit rien, l'AMI? C'est pas l'AMI qui vous dit bien. Hein. AMI, c'est l'accord mondial sur l'investissement. Il y a eu une tentative de conclusion d'un accord mondial sur l'investissement à la fin des années 90. Et je me rappelle, ça se passait à l'OCDE, et celui qui représentait la France, c'était un dénommé DSK. Et il négocie en catimini, c'est-à-dire en secret, cet accord. Et il y a un certain nombre d'élus et d'ONG qui s'en sont rendus compte, et qui ont dénoncé cet accord qui n'a pas pu être négocié. Pourquoi? Parce que il faisait ce qu'on veut essayer de faire à nouveau dans l'accord du PTCI, entre l'Europe et les États-Unis, c'est de donner des droits très importants aux investisseurs, c'est-à-dire que quand une multinationale fait un investissement dans un pays, d'accord, elle veut avoir des garanties d'avoir des rendements suffisants, et elle veut pouvoir attaquer en justice éventuellement un État qui, par exemple, ou une collectivité locale, qui imposerait des normes pour protéger non pas contre l'investisseur, et pour protéger son alimentation, protéger son environnement, etc. Parce que ça serait considéré devant les tribunaux comme un obstacle à la libre circulation des marchandises, des capitaux, etc. Et donc, je pense que cette clause, enfin cette dimension de la négociation avec les États-Unis est très dangereuse, parce que si on acceptait ce genre de pratique, ça voudrait dire que on serait sous la dépendance des multinationales et les élus ne pourraient plus rien faire. D'autant que ces tribunaux ne sont pas les tribunaux publics, hein. C'est ce qu'on appelle les tribunaux d'arbitrage composés d'experts. Donc ce sont des experts qui sont nommés, qui sont supposés rendre la justice, c'est-à-dire dire voilà, qui a raison, qui a tort, et ensuite on doit appliquer. Et dans la plupart des cas, 70% des cas, ces tribunaux d'experts donnent raison
un investisseur. Les statistiques le montrent très clairement. Donc, ça serait une folie, mais on est en train d'y aller là. Hein. C'est pour ça que je vous en parle, je prends le temps de vous en parler, c'est que notre gouvernement a accepté d'entrer dans la négociation. Bien, soyez vigilants, et si vous avez un élu et que vous pouvez lui en parler, dites-le lui, dites-lui que vous êtes contre cet accord pour qu'il le sache, quoi. Parce que je pense que les citoyens doivent se réveiller sur cette question, comme sur bien d'autres d'ailleurs. Ça, c'est vous voyez, une dimension de la mondialisation qui est très dangereuse, et ces accords internationaux qui sont conclus dans notre dos sans qu'on soit vraiment au courant. Il faut essayer de trouver l'information, et c'est pas toujours facile, parce qu'il se passe des choses qui sont là très inquiétantes. C'est pas du tout. Il y avait un article dans le Monde hier, mais par ailleurs, moi c'est pas médiatisé. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est très important parce que ça va toucher notre façon de vivre. Et nous, on a interpellé, nous, intermondialistes, on a interpellé Mme Nicole Bricq, qui est ministre du Commerce extérieur, pour lui dire qu'on était en désaccord total avec cette négociation, et elle n'a même pas répondu. Hein. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment être très vigilant là-dessus, et vous avez raison, on en parle un petit peu. Il y a un manque, bien sûr, mais c'est voulu. Hein. Dans les médias. C'est voulu. Il y a une sous-information des citoyens. En plus, c'est assez complexe comme sujet. C'est-à-dire que le citoyen lambda qui lit ça, qui lit un article là-dessus, ben, il a du mal à se rendre compte de l'enjeu. Franchement, moi je vous le dis, hein, il y a un enjeu absolument considérable. Et si on laisse faire, on sera encore plus gouverné par l'argent et par des multinationales, c'est-à-dire par des investisseurs qui voudront capter un rendement maximum sur le marché français au détriment des normes de protection sanitaire et autres. Donc attention, quoi. Et donc c'est pour ça que c'est bien que vous posiez la question, parce que cette question d'échange avec les États-Unis, notamment dans le domaine alimentaire, mais pas uniquement, hein, ça va poser des tas de problèmes si on accepte de signer cet accord. Oui. Tout à l'heure, quand vous avez parlé dans la mondialisation, vous avez parlé de la France, oui. Comme quoi les biens immatériels étaient plus importants que les biens matériels. Enfin, oui, tout à fait. Est-ce que c'est la même chose pour les pays émergents? Non. Bah, vous savez, à mesure qu'un pays se développe, il y a ce qu'on appelle la théorie des trois secteurs. Les trois secteurs, c'est le primaire, c'est l'agriculture. Le secondaire, c'est l'industrie. Vous avez dû apprendre ça à l'école, hein, il y a longtemps peut-être. Et tertiaire, c'est les services. Ce que nous apprend la théorie, parce que disent par exemple les théoriciens, comme Jean Fourastier, dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'à mesure qu'un pays se développe, d'abord il est agricole. Donc entre la France, il y a 2 siècles, on était essentiellement un pays d'agriculteurs. Après, il y a eu la révolution industrielle, on est devenu un pays industriel. Et puis maintenant, c'est fini, il y a une désindustrialisation, qui d'ailleurs de ce point de vue-là n'est pas une catastrophe au sens où on la présente souvent, parce qu'il est normal, si on en croit ces approches historiques et théoriques, qu'à mesure qu'un pays se développe, l'essentiel de son activité se tertiarise vers les services. Alors donc il y a le tourisme, mais il y a aussi les services aux entreprises, les services à la personne, il y a toutes les formes d'ingénierie, etc., tout ce que vous pouvez imaginer. Bon. Regardez aujourd'hui vos dépenses, vous constaterez que vous avez, dans votre panier de dépenses, vous avez de plus en plus de services et de moins en moins de biens réels. C'est-à-dire que l'alimentation, par exemple, même si ça continue à peser, l'alimentation pèse de moins en moins. Et de plus en plus, les services, alors c'est la téléphonie, c'est les services de santé, c'est les transports, c'est vos loisirs. Quand vous allez vous voyager, quand vous allez vous distraire au cinéma, etc., etc. Donc, si vous voulez, c'est normal, on a une dépense qui est orientée de plus en plus vers les. Donc, pour reprendre à votre question, les États-Unis, par exemple, le PIB américain, c'est à 80% des services. Seulement 20% des biens réels, au sens de l'agriculture et des produits industriels. En France, on n'en est pas là, on est à 70%. Vous voyez, c'est quand même c'est énorme. Donc, cette tertiarisation, donc, qui va de pair aussi avec une désindustrialisation, elle n'est pas anormale. C'est une évolution qu'on a constatée et qui n'est pas forcément une catastrophe en soi. Bon. Quand je dis ça, je sais que des collègues économistes, j'ai eu un débat il n'y a pas longtemps, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec l'idée de dire la désindustrialisation, il faut dédramatiser. Il y en a qui disent qu'il faut dramatiser parce que sans industrie, on est mort. Je dirais qu'il faut de l'industrie, mais il ne faut pas non plus que l'industrie soit l'essentiel de notre activité, parce que ce n'est pas dans le sens de l'évolution. Alors les pays émergents maintenant, c'est normal que la Chine, par exemple, soit un pays qui soit d'abord agricole, très largement agricole et industriel, et pas du tout, ou beaucoup moins que nous, tertiarisé. Et à mesure que la Chine va se développer, il y aura de l'exode rural d'ailleurs, les gens vont quitter les campagnes pour aller dans l'industrie, comme nous on l'a fait au 19e siècle, hein, et au siècle dernier. Et puis après, quand l'industrie sera mature, eh bien, les gens iront de l'industrie vers les services. Voilà. Et ça va être plus rapide. L'industrie ira en Afrique alors. Comment? L'industrie, enfin, je veux dire, il faut qu'il y ait une industrie en Afrique. Il ne faut pas qu'ils sautent. Il ne faut pas que les Africains sautent l'étape de l'industrialisation. Hein.
l'étape d'industrialisation est nécessaire. Mais les pays n'évoluent pas tous au même rythme et à la même époque. Les États-Unis, nous sommes, disons, industrialisés au XIXe siècle. Les nouveaux, ce qu'on appelle les nouveaux pays industriels, comme la Chine, comme je sais pas, la Thaïlande, la Corée du Sud, sont des pays qui sont industrialisés récemment. D'accord? Donc il est normal qu'eux, ils aient plus d'industrie que nous, parce qu'ils sont industrialisés récemment. Et au bout du bout, alors il n'y a plus d'agriculture, c'est tous les pays. Maintenant, c'est pas qu'il n'y a plus d'agriculture, c'est qu'ils font moins en moins de monde pour produire dans l'agriculture. Alors, par contre, l'agriculture joue un rôle qu'on a sous-estimé, qui est le rôle environnemental. C'est-à-dire qu'une agriculture où il y aurait trop peu d'agriculteurs serait dangereuse pour l'environnement, parce que le rôle que jouent les agriculteurs, c'est pas uniquement de produire de la nourriture, c'est de préserver le sol, de préserver l'environnement naturel. C'est-à-dire que cultiver, entretenir les haies, je ne sais pas moi, le sol, tout ça, c'est un rôle très important. Éviter qu'il y ait trop d'érosion des sols et tout, c'est les agriculteurs qui font ça. Et donc, demain, on paiera des agriculteurs de plus en plus, non seulement donc pour produire de la nourriture, bien sûr, mais aussi pour entretenir notre patrimoine naturel. Et ça sera même normal. Il y aura des métiers, nos enfants, peut-être demain, travailleront dans l'agriculture ou dans le secteur, disons, agricole, mais pour entretenir. Ils le faisaient avant. Oui, exactement. Ils le faisaient avant, on a perdu cette idée-là. Et donc aujourd'hui, bon, et ça rejoint les métiers environnementaux, quelque part. C'est-à-dire des gens qui vont être dans les parcs, ou qui vont s'occuper de préserver les espèces en voie de disparition, et qui vont tout faire pour lutter contre l'érosion, avec des techniques nouvelles, hein, des techniques modernes. Bon, voilà. Ça suppose que la France reste une puissance économique majeure. Non, c'est mondialisé tout ça. Ben, non, pas forcément. C'est un choix qu'on peut faire de toute façon. On peut décider qu'on consacre une partie importante de nos ressources à préserver l'environnement. Il n'y a pas besoin d'être un pays très 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 riche pour ça. Et puis en plus, ça crée des emplois. Hein. Donc non, je ne crois pas que ce soit ce que vous dites, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire d'être un pays très riche ou une superpuissance pour le faire. Il faut avoir des idées. Non, puis surtout, il faut être convaincu qu'il y a des valeurs, où il y a des objectifs dans la société qui sont celles-là. C'est de maintenir l'environnement, de maintenir que ça compte pour la qualité de vie que nous avons, etc. C'est pas dans l'air du temps. Non, mais on y viendra. C'est pas dans l'air du temps, mais on y viendra. Parce qu'on va se rendre compte de plus en plus qu'il y a un bien précieux qui est la nature, et qui est l'environnement, et que de plus en plus... Regardez déjà, enfin, les plus jeunes, la jeune génération, enfin moi c'est comme ça que je le vis, je suis enseignant, donc je vois des étudiants, j'ai mes enfants aussi, je pense que là, il y a une sensibilité à la qualité de l'environnement et de la nature qui est plus grande, probablement dans la génération actuelle, que les gens qui ont 60 ans ou qui ont 70 ans maintenant, pour qui, d'abord, il fallait produire plus de biens matériels, etc. Puis on se rend compte qu'attention, le productivisme, ou qu'on appelle aussi l'extractivisme, c'est-à-dire extraire de plus en plus de ressources de la nature, donc en épuisant la nature, c'est dangereux. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience quand même. Ça prend du temps, évidemment c'est lent, mais je pense que c'est une réalité. Avec le bio, tout ça, propose de... Oui, proposer. Non, je vois le temps passer, donc c'est en fonction de moi aussi, hein, mais... J'ai pas de problème. Une dernière question, monsieur. Allez. Juste une réflexion. C'est-à-dire que finalement, c'est peut-être les ressources, la rareté des ressources qui a peut-être changé tout ce circuit infernal de la croissance. Mais il y a toujours une rareté des ressources. L'économiste que je suis est bien payé pour le dire, parce que l'économie, être économe, c'est quoi? C'est ménager les ressources. Hein, l'économie domestique. Autrefois, l'économie, c'était essentiellement une tâche domestique. C'est-à-dire, c'est les gens, dans leur ménage, dans leur maison, ils cherchaient à économiser les ressources pour pouvoir manger à leur faim, et ne pas trop dépenser, pas trop gaspiller, etc. Donc, je crois qu'on aura toujours des problèmes de rareté. Pourquoi? Parce que même si on devient plus riche, il y a des nouveaux besoins à satisfaire, parce qu'on devient plus exigeant, puis aussi il y aura toujours des gens plus pauvres que d'autres. Et donc l'idée c'est, voilà, il va falloir lutter contre la rareté à laquelle sont confrontées certaines populations, que ce soit dans notre propre pays, les gens qui sont dans la pauvreté par exemple, ou à l'étranger, dans les pays en voie de développement, par exemple les plus pauvres. Donc il y aura, enfin, la rareté, à mon avis, c'est un problème qui a toujours existé, qui existera toujours. Oui, mais peut-être c'est pas ça que vous vouliez dire. Mais pas avec une telle démographie. Ah ben non. Pourquoi? Vous voulez dire qu'avec la démographie qui monte... Avec une telle démographie, les ressources vont être de plus en plus rares. C'est vrai qu'avec la révolution industrielle, on a vu que le bois qui manquait en Europe a été remplacé par le charbon, etc. Mais je crois qu'aujourd'hui, quand même, là, on va tout de même très loin. Oui. Et que les ressources vont vraiment manquer. Alors,
je ne dirais pas qu'elles vont nécessairement manquer, mais je pense qu'il faut une autre répartition. Aujourd'hui, le problème, c'est pas tellement de produire plus, c'est de répartir mieux. D'une part, à l'intérieur de notre propre pays, entre les populations, donc d'où l'importance de la fiscalité, qu'elle soit plus redistributive, etc., etc. Et au niveau mondial, il y a en effet des pays qui n'ont pas assez d'eau potable. Par exemple, prenons la ressource qui est presque la plus fondamentale pour la survie, pour notre vie de tous les jours, c'est l'eau potable. Eh bien, en effet, il y a des pays qui ont beaucoup d'eau potable et qui même gaspillent l'eau potable. On pense aux États-Unis, par exemple, où les gens ont tendance à gaspiller l'eau parce qu'elle est encore très abondante. Et puis, il y a des régions, je sais pas, en Chine, par exemple, où les gens n'ont pas d'eau potable. Et donc, sont malades très souvent, une mortalité infantile très élevée, etc., etc. Et donc, c'est clair qu'il y a des ressources qui sont mal réparties. Donc, aujourd'hui, c'est le défi de l'humanité, c'est pas tellement de produire plus, parce que je pense qu'on est capable de produire, même pour 9 milliards d'êtres humains, aujourd'hui on est 7 milliards. On pense qu'on sera à 9 milliards en 2050. Bon, on peut nourrir 9 milliards d'êtres en continuant, bien sûr, à produire plus, c'est mieux, mais c'est à notre portée, je pense. La question, c'est comment répartir mieux l'alimentation, l'utilisation des terres, des ressources non renouvelables, de l'eau, etc., pour qu'elles soient mieux réparties entre les populations. Et là, il y a un enjeu énorme, et ça peut être source de conflit. Parce que regardez au Moyen-Orient, une des sources de conflit entre la Palestine et Israël, par exemple, c'est les eaux du Jourdain, c'est l'eau potable. Et dans d'autres régions du monde, c'est le cas. Donc c'est un point qu'il va falloir surveiller de très près. C'est là où je vous rejoins sur l'idée de rareté. Il y a un problème de rareté par rapport à certaines ressources, comme celles qui s'épuisent, le pétrole, ou bien d'autres encore, ou le charbon dont on parlait tout à l'heure, ou l'eau potable. L'avantage de l'eau potable, c'est quand même on peut la produire, on peut la préserver, on peut la dessaler aussi. Oui, c'est ce que je dis, on peut la produire. Le progrès technique, mais ça coûte. Ça veut dire que ça fait monter le prix de l'eau. Mais vous avez raison, vous avez raison. Il ne faut pas oublier le progrès technique, s'il est bien maîtrisé, peut nous permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que le progrès technique, il a été dévoyé. Par exemple, prenez l'agriculture. L'agriculture à haut rendement, telle qu'elle existe en Bretagne, par exemple, avec les engrais chimiques qui font que maintenant on a des algues vertes partout et que tout le sol breton est pourri à cause de ça, ou une grande partie du sol breton. Ça, c'est du progrès technique. Les gens ont dit c'est très bien de mettre du nitrate parce que ça purifie, ça augmente les rendements. Mais regardez les résultats. On a bousillé le sol en Bretagne et les paysages également. Donc, l'idée, c'est aujourd'hui, oui au progrès technique, mais un progrès technique qui ne soit pas contraire à l'environnement, par exemple. Et donc, c'est pour ça que le progrès technique, c'est une chose, mais il faut qu'il soit vraiment maîtrisé. Et là, dans l'agriculture, on a beaucoup de progrès à faire. Voilà, bon, écoutez... Merci beaucoup.